Salut! Bienvenue à Jugement sur le divan. Mon prochain invité, j'ai eu la chance de rencontrer Marc-André Bédard, directeur du Pont du Suroît. Vous allez voir, c'est un homme qui est chaleureux et qui avait plein de conseils super précieux à nous dire. Vous savez, le genre d'homme que tout le monde aimerait rencontrer dans sa vie. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bienvenue à Jugement sur le divan. Aujourd'hui, mon invité est nul autre que Marc-André Bédard, directeur du Pont du Suroît. Bonjour Marc-André. Bonjour, Mylène. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. À chaque balado, au début, on demande toujours à nos invités de se présenter autre que le rôle de la direction, dans le fond, du poste. D'accord. Donc, tu veux parler du bonhomme. Du bonhomme. Du bonhomme. 64 ans, bientôt 65, je commence à penser à la retraite. Grand-papa 3 fois de 3 grands-petits-fils. J'ai 2 enfants, marié depuis 45 ans avec la même. On est ensemble depuis l'âge de 16 ans. Wow! 23 ans d'arts martiaux, musicien, multi-instrumentiste. J'aime faire de la moto, du vitrail, j'habite la campagne, j'ai un berger anglais avec qui je suis en amour. Quoi dire d'autre? Ben, c'est amplement, c'est très bien. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a mené à travailler dans la santé mentale? Oh là là! Oui, en fait, moi je voulais être musicien de studio, guitariste de studio. Mes parents m'ont toujours découragé à faire ça. À l'adolescence? À l'adolescence, oui, ils disaient ah c'est pas payant, blablabla, ça te prend quelque chose de plus sûr. Ma blonde Sylvie, ma femme qui est aujourd'hui, a été dans les premières techniciennes en garderie. Elle est partie avant moi au cégep à Saint-Jérôme, pendant que moi j'étais en sciences humaines au cégep de Valleyfield. On a décidé de se marier à 19 ans. Je me suis donc retrouvé au cégep de Saint-Jérôme en travail social. J'ai fait mes 3 ans là. J'ai gradué en 83. Il n'y avait pas vraiment d'ouvrage là. Donc, c'était des contrats. Puis là, Sylvie tombe enceinte. C'est ce qu'on voulait. On voulait un bébé. Donc, À quel âge? elle avait 20... Ben, on avait, parce qu'on a... C'est ma vieille, je l'appelle ma vieille. Elle a 14 jours de plus que moi. On avait 21 ans. Elle a accouché à 22. Donc, ouais, c'est ça. Puis on est revenu à Valleyfield. J'ai travaillé chez Goodyear comme contrôleur de qualité. OK. Et j'ai un ami qui me dit pourquoi tu ne ferais pas faire ton cours d'infirmier? Tu as déjà tous les cours. Bref, je me suis ramassé infirmier auxiliaire. J'ai fait le cours en 1 an, en 50 semaines en fait. Et j'ai été 15 ans à l'unité de psychiatrie. OK. De 87 à 92, j'ai été là à temps plein de soir. À l'hôpital de Valleyfield? À l'hôpital de Valleyfield, à l'unité de psychiatrie. En 92, j'ai vu que le tournant cherchait quelqu'un pour faire du remplacement. Mais dans le temps, c'était n'était que de l'hébergement. OK. Le tournant, ce n'était qu'un étage avec que 9 résidents. Il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de centre de crise. C'était... Hébergement d'urgence? Non, c'était de la réinsertion. En fait, c'était une ressource de transition, ça s'appelait de même. Une ressource de transition entre l'hôpital puis le retour à la maison. Tu sais, c'est OK. donc fait que j'ai travaillé là, j'ai fait du remplacement. Et en 92, j'ai entendu parler qu'il y avait une association de parents, l'association des parents et amis des patients en santé mentale du Sud-Ouest, qui cherchait quelqu'un à la coordination. Alors, j'ai pris une année sans solde de 92 à 93 pour aller partir cette machine-là. OK. Il y a une étudiante en éducation spécialisée qui est venue me rencontrer part en avril, en fin de session.
parce que, tu sais, hein, les éducatrices, puis elles font ça encore aujourd'hui, vont visiter les organismes, poser Ouais. des questions. Alors, une jeune étudiante qui est venue poser des questions, et je lui ai dit à la fin de la rencontre, prendrais-tu ma place? Parce que moi, en septembre 93, je retourne à l'hôpital, j'ai un poste qui m'attend, Ouais. là. Et elle m'a dit non. Je l'ai rappelé en juin. Viendrais-tu travailler avec moi si je décidais de rester à temps partiel? Elle m'a dit oui. Alors, je travaille avec Chantal Daigneault depuis toutes ces années-là, finalement. Fait que C'était ça a été comme un coup de cœur quand tu l'as rencontré à ce oui, 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 moment-là. oui, 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 Tu as oui, vu oui. comme tout le Tout le potentiel potentiel, la humain. pertinence, oui, la maturité, parce que, écoute, j'en avais 32, elle en avait 22, comprends-tu? Ouais. C'était une jeunesse. Euh, mais, ouais, c'est ça. Fait que je suis resté à temps partiel, puis j'ai travaillé avec Chantal, qui, elle, travaillait 4 jours semaine à ce moment-là, à cause des budgets. Hein, Ouais. c'est presque 35 ans derrière. Fait que oui, c'est ça. Et je suis resté comme ça. Tu vois, on était rendu à la 6e année. Fait que je suis resté comme ça pendant 5 ans encore, à temps partiel. Euh, et à l'hôpital de soir et l'association de parents de jour. De temps en temps, je faisais du remplacement au tournant les fins de semaine. Fait que ça m'arrivait d'avoir, par exemple, la famille durant la semaine à l'association de parents, d'avoir leurs proches comme patients le soir et d'avoir ce proche-là à l'hôpital, au tournant pendant un congé d'essai avant d'avoir le congé définitif pour aller en maison de transition. Fait que tu vois que c'est très Ouais. serré, mais l'intérêt pour les familles, la détresse des familles euh, m'a toujours interpellé. Puis finalement, j'ai carrément laissé l'hôpital avec les fonds de pension puis les assurances collectives et pour rester au groupe dans un groupe communautaire finalement. Pour le pont. Qui est devenu à quelque part autour de 1989-2000 le pont du Suroît. Ouais. OK. Et le nom vient de M. Henri Fontaine, qui est décédé aujourd'hui, mais qui disait qu'on faisait le pont entre l'institution et les groupes communautaires, entre la famille et les intervenants, et que le territoire était plein de ponts, finalement, hein, parce que dans le Suroît, hein, on le sait, ça n'est que ça, des ponts. Ouais. Donc, ouais, ça prenait son sens. Fait qu'on est passé de l'APA-PSMSO. OK. Les enfants avaient le plaisir de chanter ça. Mon papa travaille à l'APA-PSMSO, donc l'Association de parents et amis de patients en santé mentale à Pont-du-Suroît. OK. Ouais, c'est ça, ma grande boucle. Oui. Oui. J'avais pas de proches identifiés à ce moment-là. Mais au fil des années, ouais, mon père avait des problèmes OK. de santé mentale probablement non diagnostiqués, mais dépression. Et mon frère, qui lui, je pense, a toujours eu un problème de santé mentale, à un moment donné, a été diagnostiqué, traité, et ouais, c'était la crise comme on voit dans plein de familles. Mm-hmm. Et comment démunis aussi, hein, quand Ouais. on reprend notre rôle de fratrie, Ouais. comment on se sent démuni par rapport à la détresse des parents, à notre propre détresse là-dedans, même si je pense que c'est peut-être même pire, de voir tout le bagage professionnel qu'on a de la difficulté à appliquer. Tu sais, les gens pensent que dans nos vies, ça doit être génial, ça doit être extraordinaire quand on est intervenant. Tu sais, bien sûr, on a tous les outils, on sait tout ça, mais dans l'application, on était parfois des cordonniers mal chaussés. J'allais dire la même chose, c'est Hein? ça. Le terme est Ou très des bien. boulangers. Mon beau-père était boulanger, tu sais, puis Sylvie dit des fois, tu sais, qu'il mangeait pas trop le pain frais, il mangeait le pain sec, tu sais, fait que boulanger mal nourri, on pourrait dire ça. Est-ce que tu travaillais déjà avec la famille quand tu as su le diagnostic de ton frère? Tu travaillais déjà avec des familles qui étaient dans le besoin, oui? Oui. Fait que c'est pas la raison qui m'a amené là. Non. En fait, quand j'ai fait mes stages comme infirmier auxiliaire, la psychiatrie, ça a été mon deuxième meilleur stage. OK. Mon premier meilleur stage, ça a été à la Pouponnière. Ah oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. J'avais 2 bébés, fiston est encore à la couche. Là, fait que, Ouais. ça me faisait pas peur. Ouais. La psychiatrie, ça fait D'ailleurs, peur. anecdote, ben moi j'ai jamais eu peur, mais anecdote,
docteur Jean-Luc Robichaud, OK. qui était à l'unité de psychiatrie. Sa première fille, c'est moi qui ai donné son premier bain quand j'étais en stage, tu vois. Puis après ça, j'ai travaillé comme Avec lui. presque 12 ans avec lui, de façon assez serrée. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu faisais sur l'étage de psychiatrie? Dans le fond, c'était-tu oui, la médication, bien sûr, mais beaucoup de relations d'aide, beaucoup de, je te dirais ça s'appelait pas de même, de psychoéducation. Ouais. C'est quoi ta schizophrénie? C'est quoi tes hallucinations? Puis dans le temps, la consommation venait pas gâter la sauce comme aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, c'est quelque chose. Oui. Puis les médicaments n'étaient pas aussi efficaces non plus. Il y avait beaucoup d'effets secondaires, des tremblements, de l'hypersalivation, des problèmes au niveau de la libido aussi, ce qui faisait en sorte que les effets secondaires étaient tellement grands que les patients laissaient la médication une fois sortie. Ben oui. Les patients avaient le droit de fumer à l'étage. Oui. Le personnel aussi. Moi, j'ai jamais fumé, mais je trouvais ça épouvantable, tu sais. Mais la cigarette avait un impact sur la médication. Alors, il y avait juste ça à faire, fumer. Fait qu'il fumait beaucoup. On ajustait la médication. Il arrivait à la maison, fumait moins. Mais prenait plus la médication, ouais. Ben, ou bien débalançait la médication, ou bien arrêtait carrément. Fait que, ouais, oui, sur presque 37 ans maintenant de psychiatrie, de santé mentale, ouais, le tableau a changé beaucoup. Ben beaucoup, hein, la science aussi par rapport à la médication, tu sais, il y a eu quand même des bons côtés. Oui. Mais, ouais, les gens sont... Est-ce que tu dirais sont plus maganés aujourd'hui que dans le temps, mettons? Maganés dans le sens de? Ben, tu sais, je veux dire, tu as vu vraiment, là, c'était dans les années 90 que tu travaillais en psychiatrie. À partir de 87, ouais. Tu sais, c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui, la santé mentale. On n'en parlait pas du tout. Tu sais, ça existait pratiquement pas. C'était le fou du village. Pas loin de ça, ouais. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plus commun, puis on le voit beaucoup plus. Il est beaucoup plus présent dans les parcs, tu sais, on voit plus. Oui. La consommation vient gâter la sauce beaucoup. Ouais. Et les drogues d'aujourd'hui, c'est pas les drogues d'il y a 30 ans. Non. Non, c'est vraiment autre chose. Ouais. En 87, c'était juste comme une quinzaine d'années après la désince. Hein? Fait que quand ils ont sorti entre guillemets les fous des grands centres, là, Saint-Jean-de-Dieu, qui Louis-Hippolyte Lafontaine, là, qui est aujourd'hui le centre universitaire. Comment il l'appelle? Centre universitaire? L'Institut de santé mentale, c'est ça. Mais quand ils ont sorti de ces grands centres-là, puis l'idée, c'était de les retourner dans leur patelin avec des unités de psychiatrie dans les hôpitaux généraux. C'était ça l'idée de la désince. Mais ils n'avaient pas organisé les services de suivi. Ils n'avaient pas pensé à ça. Les organismes communautaires, ça a été créé dans cette mouvance-là. Là. Donc, j'ai été témoin de ça. Ouais. Oui. Le tableau a bien changé. Très changé. Très. Parfait. Puis, si on parlait du pont du Suroît maintenant, pour que, mettons, les auditeurs qui ne connaissent pas, comment qu'on fait pour aller au pont du Suroît, puis c'est qui va au pont du Suroît? Le pont du Suroît, ça s'adresse à tous les membres de l'entourage, mais au sens large. Papa, maman, frère, sœur, mon oncle, ma tante, grands-parents, cousins, cousines, mais c'est aussi les voisins, les amis, le propriétaire du dépanneur du coin. Parfois, c'est les services de première ligne, là, voyons, les premiers répondants, services d'urbanisme de la ville. OK, c'est pas juste les familles, amis proches. Non, Je pensais que oui. Ouais, non, ça peut être n'importe qui. Très souvent, on a des intervenants qui appellent pour savoir quoi faire avec. Parce que vous savez pas, hein, dans un groupe communautaire, comme par exemple le Dahlia, quelqu'un qui est en train de se désorganiser, tu sais pas toujours comment t'y prendre, tu sais, ou quoi faire. Oui, on sait comment gérer la schizophrénie ou les symptômes psychotiques, ou on sait le gérer, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Puis parfois, cette autre chose-là, à part l'hôpital ou l'urgence, il y a quoi?
sais. Alors, oui, on a beaucoup d'outils, parce que dans le fond, être un proche, côtoyer quelqu'un de proche, disons ça comme ça, qui a un problème de santé mentale, ça demande euh, à développer, entre autres, beaucoup sur la communication. Oui. C'est la base, hein? Oui, il y a des outils pour des façons de faire qui sont meilleures que d'autres. Ouais. Et sur 30 quelques années, c'est bien sûr qu'au niveau des familles, on a développé ça. Ce sont les premiers intervenants. Hein? C'est Ouais. eux autres les spécialistes de leurs proches, c'est eux autres qui connaissent leur plein potentiel. Tu sais, souvent, le psychiatre donne congé de l'hôpital, tu sais, il dit « il va bien ». Non, je m'excuse, il est à 70% de ce qu'il était. Tu sais. Est-ce qu'il va retrouver son 90, 95, 100%? Peut-être pas. Mais le psychiatre, il ne connaît pas, lui, le 100%. Fait que Non. c'est la famille, c'est les proches là, qui connaissent le plein potentiel. En parlant des proches, ça me vient une question en tête. Est-ce que ça arrive souvent que les proches, surtout, mettons, la famille, conjointe, s'accrochent beaucoup avant et ils sont pas capables de, justement, de... Oui. C'est, on pourrait faire un parallèle avec ce qu'on appelle le deuil blanc. Ouais. Chez les personnes vieillissantes, là, tu sais, mettons démence, Alzheimer, ça prend du temps, tu sais. Puis ce qui est bien, je prends cet exemple-là, mais tu sais, la maladie d'Alzheimer, ça s'installe, parfois c'est fulgurant, puis c'est plate comme processus parce que la personne s'effrite, tu sais, puis tu la perds, mais il y a un deuil, là, il y a un processus de deuil, puis tu sais que ça va se terminer à un moment donné parce que tu travailles avec une personne qui est vieillissante. Des fois, ça touche des personnes jeunes, mais en fait, à mi-parcours, je dirais. Mais avec une problématique grave de santé mentale, par exemple avec une schizophrénie, l'espérance de vie maintenant est pas si raccourcie que ça. Mm-hmm. Mais la personne a changé, elle n'est plus ce qu'elle était. Son parcours de vie, ses idéaux. Tu sais, moi, je disais tantôt que mon but dans la vie, en fait, quand j'étais jeune, je voulais devenir guitariste de studio. J'avais cet idéal-là. Bon, ça a bifurqué à un moment donné pour diverses raisons, mais j'ai fait mes choix de vie qui m'ont amené à être sur un divan ce matin. Mais une personne atteinte de schizophrénie, c'est pas des choix de vie. Hein? Ce sont des conséquences de choses sur lesquelles elle avait peu ou pas de contrôle. Qui l'ont amené à faire des choix pas toujours libres et éclairés et qui parfois amènent dans un impasse. Et les parents voient ça et ils sont complètement défaits parce que quand on met des enfants au monde, on veut mieux pour eux que pour nous. Je connais pas de parents, mis à part Bill Gates, qui a dit à un moment donné, je veux pas que mes enfants l'aient aussi facile que moi. Alors, il a travaillé pour là, Bill Gates, mais dans le temps, il était l'homme le plus riche sur la planète. Mais il n'y a pas un parent qui dit « Ah, moi, mon petit, je voudrais qu'il ait une vie moins bonne que la mienne. » Non, ça se peut pas. Mais quand tu vois ton enfant ou un proche se détériorer, se désorganiser et ne pas atteindre certains idéaux, c'est-à-dire avoir une job stable, faire des études, avoir une job stable, éventuellement se marier ou être en couple, avoir peut-être des enfants, un chalet peut-être, tu sais, puis là, on peut pousser loin, voyager. Ouais. C'est toutes des choses qui seront pas possibles. Non. Puis la personne, je vais dire malade, parfois se voit et se compare avec son frère, sa sœur, son cousin, veut plus aller dans un souper de Noël parce que il voit bien ou elle voit bien qu'elle n'a pas, elle a rien à dire, elle n'a rien raconté. Oui, elle est, comment je pourrais dire, victime, victime de son trouble de santé mentale. Oui. Alors que parfois, tu vois, je viens ému. Je suis un hypersensible aussi. Ah, ben moi aussi, fait que c'est correct. Mais, tu sais, mais c'est un deuil blanc pour la famille. C'est le moi, même je dis c'est un deuil vivant. Ouais, c'est ça. C'est un deuil blanc. La personne n'est pas morte. Puis parfois, ça amène aussi des grands questionnements sur
je vais faire quoi, moi, comme parent, avec le patrimoine que je vais laisser? Tu sais, admettons que des parents qui ont tu sais, une classe Ouais. moyenne, qui ont travaillé, qui ont des REER, qui ont une maison, puis qu'à un moment donné, ils disent, bon, OK, quand je vais décéder, je vais avoir des assurances, un fonds de pension que je vais pouvoir transférer. Ça vient qu'une inquiétude. Oui. Qui va gérer ça? Est-ce qu'il va ou elle va être capable de le gérer? Sinon, comment je fais? Est-ce que je laisse ça à son frère, sa sœur pour qu'elle gère à sa place? C'est peut-être pas toujours la meilleure solution. On s'entend que ça va mettre une pression. Tu sais, si la personne qui va pas bien est harcelante, tu sais, les parents vont pas toujours le dire, mais là, ils se disent, oh, t'es harcelante pour avoir des sous. Les parents le disent pas toujours aux autres enfants. Et là, ils se disent, ouais, ben là, quand je serai plus là, puis que je laisse ça à Mylène, est-ce que mon fils va harceler Mylène pour avoir des... Je veux pas lui laisser ça, ce fardeau-là. Donc, je fais quoi? J'organise ça. Ça fait partie des choses à lesquelles vous les aidez, pour les accompagner? On les accompagne dans cette réflexion-là. Pas dans la... Non. Mais tu sais, oui, vous pouvez référer aussi. Vous pouvez aller voir un notaire pour regarder pour une fiducie. Ça peut être une fiducie privée, ça peut être aussi un régime de protection. Il y a plein de façons de faire, mais ça fait partie aussi des préoccupations des parents. De plus en plus, parce que notre population est vieillissante. Là. Alors, on a des parents qui sont en moyen. Hein, nos boomers là, sont en moyen, ils ont des sous. Oui. Et qu'est-ce qu'on va laisser derrière? Fait que ça amène toute une réflexion. Là, ils sont inquiets. C'est lourd. Ça peut être très lourd. Très, oui. C'est anxiogène, en tout cas. Puis la plupart vont rester seuls dans leurs pensées comme ça. Oui. Puis ils n'osent pas le dire. Non. Mais ils ont honte aussi. Oui, il y a de la honte. Puis ils ne devraient pas, parce que c'est pas de leur faute. Là. Non. Hein? Je veux dire, mes enfants portent des lunettes, c'est pas de ma faute. Là. Mais c'est comme ça. Ben, ton petit a des problèmes. Ben, ton petit, ton grand, ton plus vieux, ton... Est-ce que des fois, que... ton jeune qui est rendu dans la cinquantaine, là, parce qu'on en a des parents qui sont vieillissants, très vieillissants. Mais ouais, ça fait la génération aussi, peut-être, qui a aussi, tu sais, mettons, 70, 80, oui. Eux, ils n'ont pas connu ça, là. Puis ils sont pleins de préjugés, puis c'est probablement normal. Ouais. Faut penser aussi que dans chacune de nos séries télévisées, à peu près dans toutes les émissions de télévision, on a quelqu'un qui a problème, quand c'est pas des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, on en parle de plus en plus. Puis avec la COVID, c'est devenu une évidence qu'on est tous concernés. Les préjugés, je crois, il y en a moins. Ça se transfère sur l'itinérance. Oui. On a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui consomment, qui se ramassent en mode d'itinérance. Et là, il y a beaucoup de préjugés. Il y a de l'éducation populaire à faire là. On n'en voit pas beaucoup d'itinérants dans nos séries. Non. Non. Pas tant encore, comme dirait l'autre. Mais ça va venir, si tu veux, avec la pénurie de logement et tout ça. Puis ça aussi, ça fait partie des inquiétudes. Pénurie de logement, les logements qui sont de plus en plus chers, l'aide sociale est pas plus élevée, les parents vont arrondir les fins de mois, ça coûte de plus en plus cher, la personne qui va pas bien perd son logement, le propriétaire en veut plus parce que ça fait 2, 3, 4 chutes, fait des crises, la police intervient, le propriétaire s'organise pour évincer, il va aller où? On le reprend à la maison, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure des solutions. Non. Temporairement, oui, d'accord, mais non, c'est pas la meilleure des solutions. Parce que quand les parents seront plus là, il va aller où? Qui va s'occuper à y aider, à reprendre pied? Puis, non, c'est pas la meilleure des solutions. On fait partie, le Pont du Suroît, de toute cette réflexion-là, de cet accompagnement-là, dans ces réflexions-là, puis dans la mise en place, parfois, d'outils, de façons de faire. Ouais. Parfait. Tu vois que j'ai encore la flamme, hein? Vraiment. Vraiment. C'est, ouais. J'aime ça. Ouais. Oui. Est-ce que c'était pas... je m'en allais pas là, mais je vais y aller pareil tout de suite.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir épuisé par tout ça ou dépassé? Question piège, hein? Ben, on n'est pas obligé d'y répondre si on Ouais, veut ouais, pas. non. Non, puis je m'en cache pas. J'ai déjà fait un burn-out. OK. Je pense, burn-out qui dit, hein, en fait, Épuisement. en guillemets, signe de dépression, mais c'est de l'épuisement professionnel. Oui. Hein? Fait que oui, tu te donnes trop, puis il faut apprendre de ça. Alors, j'ai lu un petit livre qui s'appelle Le principe de fiche, OK. comment s'épanouir au travail et y prendre goût. J'ai lu ça pendant... Moi, j'ai les livres de grandir en soi-même, je suis pas très friand de ça, mais celui-là, j'en ai acheté plusieurs copies parce que j'en ai donné en cadeau. Ouais, prendre du plaisir, avoir une attitude positive, que le travail soit perçu comme un jeu, Ouais. que tu joues avec tes collègues, que ton client, tu l'inclus dans ton jeu et que ton client ait toute ton attention. Mm. Ce matin, moi, je prends ça comme un jeu. On a du plaisir. Oui. OK? C'est presque du plaisir pur. Mais d'embarquer dans ça, mon Dieu, c'est pas épuisant, ça. Non. Au travail, j'essaye depuis 30 quelques années de mettre ça en place, tu vois. Puis alors, au travail, on a beaucoup de plaisir, on rit beaucoup. On rit beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup l'humour avec les gens qui viennent consulter. Ils vivent des choses dramatiques parfois. Écoute, tentative de suicide. Puis, tu sais, quand on parle de suicide, mon Dieu, on peut rigoler et parler du suicide. Mais c'est très sérieux, le suicide, les tentatives de suicide. C'est des questions de vie ou de mort. Ouais. Mais il y a moyen de dédramatiser, puis d'être capable de rire aussi. Et mon Dieu, que les gens, quand ils viennent, là, ils repartent plus légers. L'idée, c'est pas de donner un show. Non. L'idée, c'est de les embarquer. Ouais. Changer un peu le mal de place aussi. Oui, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir toute leur attention, d'avoir une grande écoute, une très grande écoute. 90% de notre travail, c'est d'écouter. Hein? On sait que 80% des solutions, les gens qui vont consulter, les ont. Ouais. De juste venir valider quelque chose. Tu sais, je vais au garage, là, je sais que j'ai besoin de changer quelque chose, une pièce en dessous, ça fait 4 tu sais, j'ai un malaise par rapport à ça, je me dis, à un moment donné, ça va lâcher, je vais au garage, il y a du bruit, là, tu sais, c'est comme, je vais consulter, je sais que mes freins crient, je sais c'est quoi la solution. J'ai pas le goût de l'appliquer, ça ne me tente pas de payer. Ouais. Ça va me demander un effort sur mon budget. Aller consultant en santé mentale, c'est la même chose. Ouais. OK? Donc, puis tu vois que je peux faire rire avec mes cotlocs. Mais c'est le même processus. J'ai un inconfort, je reconnais qu'il y a un problème, et ce problème-là commence à me déranger. Donc, il y a un gros malaise autour de cet inconfort-là. J'ai peut-être des compétences pour comprendre ce qui se passe, mais je vais avoir besoin de support pour la mise en place de changements. Et là, quand j'ai tout ça, donc, j'ai un inconfort, je réalise que j'ai un problème, je suis dérangé par le problème, j'ai peut-être les compétences, et si je les ai peut-être pas toutes, je vais aller chercher du support, de l'accompagnement là-dedans. Quand tu additionnes tout ça ensemble, tu as une motivation. Et cette motivation-là, la motivation intrinsèque, cette motivation-là qui m'appartient d'aller chercher de l'aide, ben, j'ai 80% du travail de fait. Je l'ai déjà, la solution. Ouais. Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de me faire accompagner là-dedans, dans la mise en place de changements pour améliorer la situation. Le malaise. Très souvent, les parents veulent travailler là-dessus, sur le malaise. Ils sont inquiets du logement, ils mangent-tu bien? Ah oui. Faut pas travailler là-dessus. Il faut travailler sur l'espoir. Tu as des compétences. Il y a de l'accompagnement possible, soit le parent ou soit des intervenants, des services de suivi, que ce soit communautaire ou institutionnel. Ouais. Donc, tu as des compétences, tu es capable de penser à remplir ton frigidaire. Il y a de l'accompagnement qui est disponible. Il y a de l'espoir, là. Travaille pas sur y acheter du pain puis du beurre de pinot. Travaille sur aller chercher
L'aide qu'il faut. L'aide qu'il faut à la bonne place avec un accompagnement. Mhm. Quand tu as un intervenant qui est capable d'accompagner pour aller chercher du beurre et peanut puis du pain, je caricature un petit peu, tu auras compris, ça fait partie du jeu. Ouais. Il va être motivé à aller faire son épicerie puis remplir le frigo. Tu travailles sur les compétences. À un moment donné, il apprend quelque chose ou elle apprend quelque chose. Tu es en train de travailler sur l'espoir, non pas sur le malaise. Ouais. Tu vois? Donc, c'est d'amener tout ça, avec mon catloc de mon auto, les freins qui crient, faire rire les gens, puis dire, mettez pas d'énergie sur le malaise, mettez de l'énergie sur l'espoir. Soyons des sommeurs d'espoir. Mm-hmm. Puis, je pense que dans un groupe comme le Pont du Suroît, quand on a cette approche-là, ça marche, mais c'est la même chose au Dahlia, c'est la même chose dans les autres groupes d'entraide, c'est de travailler sur cet espoir-là, sur un mieux-être. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que tout ça dans le jeu. Mm. Puis tu y arrives? Oui, oui. Je reviens à ta question, c'est est-ce que ça devient lourd, est-ce que ça devient épuisant? J'ai l'avantage d'habiter la campagne, j'ai 32 minutes, 35 minutes de route à faire. Ça me permet le matin de prendre toutes les nouvelles 2 fois, la météo, et le soir de laisser le travail derrière. Quand j'arrive à la maison, je change de vêtements. Oui? Oui. Très souvent, même, c'est carrément le pyjama. Oui. Ouais. Les mineurs, quand ils sortent de la mine, ils vont prendre leur douche, puis ils changent de vêtements, ils laissent le travail derrière. Mm-hmm. J'ai entendu le Dr Serge Marquis parler de ça, je fais comme « Ah, quelle belle idée! Changer de vêtements. » Là, ça derrière. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, hein? Ouais. Ça te met dans un autre rôle, dans un autre mood. Mais oui, ça m'arrive de me réveiller la nuit et d'aller faire mon petit pipi, puis après ça, me mettre à ruminer sur « Oh, Madame Unitel, faudrait penser à ça. » Oui, ça m'arrive. Mais j'essaie de pas le faire le moins possible, en tout cas. Et auprès de mes collègues, parce qu'on est quand même une équipe de 6, avec mes collègues, j'ai toute cette bienveillance-là de dire attention, là, traîne pas ça à la maison. Comment tu vas, toi, aujourd'hui? Là? C'était difficile, cette intervention-là. Comment tu te sens là-dedans? Là? Tu sais, de défaire ça, ces nœuds-là, tout de suite, avant de retourner à la maison. Ouais. Finis tes notes avant de quitter. Prends du temps, parce que chez nous, on tient des dossiers, on a des notes. Rédige tes notes avant de quitter. Oui, parce que sinon, ça va te suivre chez toi. Oui. Puis le soir, quand tu vas te coucher. Oui. Mets ça de côté, ferme le dossier, passe à autre chose. Ouais. Oui. Prends plus de temps là, rentre plus tard demain matin. Tu sais, moi, je gère comme ça. Fait que j'ai toujours ça en tête aussi. Mm-hmm. La santé mentale de ma gang. Oui, c'est important. Oh que oui. Nous autres aussi, on essaie vraiment de prendre toujours le temps aussi. Oui, on ne travaille pas en santé mentale pour se négliger. Ce n'est pas simple, surtout en santé mentale, tu sais. Puis nous, ce que nous, on voit ici, c'est que les gens autour de nos membres qui viennent ici, c'est qu'ils sont épuisés. Oui. Ils ont épuisé tout le monde alentour d'eux. Oui. Puis la plupart d'eux aussi, leurs parents ou leurs frères et sœurs, leurs amis, ils ont coupé complètement contact. Fait que je me dis, ça arrive, Tu m'amènes sur une piste. Ouais. Oh que oui. Une piste personnelle. OK, oui. Professionnelle. Je t'explique. Il y a bien des années derrière, j'entends le DG de l'hôpital de Valleyfield dire, puis bien des années, plus de 20 ans derrière, dire les familles abandonnent leurs proches, tu sais, il dit les familles abandonnent leurs proches qui sont atteints de santé mentale. Oh là là! On n'est pas atteint de santé mentale. Non. Faudrait qu'on en soit tous atteints de la santé mentale. On est atteint d'un trouble de santé mentale, donc un trouble ou carrément une maladie mentale. Okay? Oui. Donc, première chose que le DG n'avait pas compris, c'est on n'est pas atteint de santé mentale. 2, les personnes qui ont pris une distance, comme tu dis, de la personne qui va pas bien... Mais ils le font pour leur propre santé mentale. Ils le font pour se protéger. C'est un mode de protection. Oui. Si on fait le cercle de la codépendance rapidement,
t'as un rôle de parent, t'aimes ton proche. Parfois, c'est plus de l'amour. Parfois, c'est de l'intérêt. Par exemple, des ex, mais qui ont un enfant ensemble. Ils se sont séparés parce que ça devenait trop dur. T'aimes plus ton ex, mais t'as encore un intérêt. C'est le parent de ton enfant. Okay? Ouais. Donc, rôle d'ex, t'as un intérêt et t'as de l'ignorance, tu sais pas quoi faire. Donc, tu vas tenter d'aider ton proche de la même façon que tu aiderais n'importe qui. Ouais. Et là, tu frappes un mur, ça marche pas. Là, tu te dis, ben voyons donc, comment ça se fait que je pourrais capable l'aider? Je suis capable d'aider mes 3 autres enfants. Comment ça se fait que je suis capable de l'aider? Mon beau-frère et ma belle-sœur sont capables de le faire, eux autres, avec leurs proches qui va pas bien. Ah, regardons ça, toi. Tu commences à te comparer. Donc, tu as un échec, donc tu fais une tentative d'aide qui n'est pas nécessairement adaptée. Tu as un échec, tu as de la confusion, et là, tu veux te prouver que tu n'es pas un mauvais parent ou un mauvais proche. Tu tombes dans la codépendance. Et là, tu vas faire toutes sortes de tentatives d'aide pour aider, qui ne sont pas toujours aidants. Parfois, le proche, notre fils, notre fille, notre ex, notre conjoint, voit ça comme du contrôle. C'est pas ça qu'on veut. Non. Ce qu'on veut, c'est aider. Et on recommence. Puis à un moment donné, à force de tourner là-dedans, à force d'avoir de la confusion et des échecs et de la confusion, ben, on finit par être soi-même en détresse. Et là, à un moment donné, c'est ou bien j'implose, donc je me protège, ou bien j'explose et j'abandonne. Plus souvent qu'autrement, c'est j'implose. Je suis plus capable, il faut que je me choisisse. Un peu comme dans un avion, tu sais, les sorties sont là, et le petit masque, il va popper. Et là, il faut que tu le mettes dans ta face avant de le mettre dans celui de ton voisin. Donc, tu es en mode survie. Et si tu survis pas, tu pourras pas l'aider. Hein? C'est ça l'idée. Quand tu imploses, c'est important d'aller chercher de l'aide. Mais avant d'arriver là, on doit travailler sur faire baisser la détresse, donc le malaise. Hein? Donc, là, je suis en train de semer de l'espoir. Donc, on fait baisser le malaise, avoir moins de confusion, moins d'échecs, et pas des tentatives d'aide, mais de l'accompagnement. Donc, c'est de travailler sur cet accompagnement-là, sur le développement de compétences de mon proche, et non pas travailler sur le malaise. Ouais. Tu vois que je reviens... Mais j'aime ce que tu dis parce que tu as aussi se concentrer sur l'accompagnement et non sur l'aide, parce que c'est ça que les gens, ils s'épuisent, parce qu'ils veulent aider, puis des fois, ils veulent faire à la place de la personne. Oui. Puis c'est de là vient l'épuisement. Je donnais une conférence, ça paraît bien comme ça quand je le dis de même, mais je donnais une conférence à l'Hôtel-Dieu de Lyon, en France. Il y a 50 quelques psychiatres, et c'est un peu comme Louis-Polyte Lafontaine ici. OK. Et je leur dis, vous, ici en France, vous avez une tradition de vélo. Ils font signe oui. Alors, chez nous aussi, on fait du vélo. Puis quand les enfants commencent à faire de la bicyclette, en fait, c'est un quadricycle, on a des petits trous d'appoint. Ils me font signe, on a ça aussi. Je ne sais pas ici en France, mais chez nous, au Québec, ces petits trous-là sont faits en Chine. Et c'est pas solide. Alors, ça finit par écarter. Fait que ça fait 4 roues, puis à un moment donné, 3 roues, 2 roues, 3 roues, 2 roues. Fait que là, écoute, les Français commencent à rire puis se tapent sur les cuisses, parce qu'on a l'image. Et là, on enlève les petits trous parce que là, c'est rendu trop dangereux. On enlève les petits trous puis on se met à courir en temps de siège. Les parents, c'est exactement ça. L'entourage, c'est exactement ça. On tient le siège. Et là, écoute, ça m'a frappé en pleine face quand j'ai fait ça avec mon Charles-Antoine, mon petit-fils, courir en tenant le siège, puis qui me dit « OK, grand-papa, je suis capable tout seul. » Non, t'es pas capable. On n'a pas envie de le lâcher. Je suis dans le contrôle. OK? Mais je suis en train de travailler sur mon malaise, pas le sien, le mien. J'ai peur. Non, je te lâche pas. 1, tu regardes pas devant. 2, t'as pas d'équilibre. 3, il y a un nid de poule. 4, si tu tombes et tu te casses un bras, je vais me sentir coupable. 5, je pense que ta mère va m'en vouloir à mort parce que t'es tombé et tu t'es fait mal. Et 6, mon fils va être en maudit après moi parce que le vélo est égratigné. Tu sais, chacun ses valeurs, comprends-tu? Avec un enfant, c'est normal. Avec une personne qui a un problème de santé mentale, OK, lâche-moi, je suis capable tout seul. Non, j'ai peur que tu te plantes, j'ai peur que tu fasses une rechute, j'ai peur que tu retournes à l'hôpital, que tu fasses... Tu sais,
je veux pas te lâcher. Oui, mais il y a des compétences. Il faut travailler dessus. Ouais. Si tu ne fais que courir à côté en tenant le siège, tu te bats contre lui ou elle qui dit « je suis capable tout seul » et tu t'épuises à courir. Lâche-les, prends ton vélo puis roule à côté. Indique les nids de poules. C'est ton rôle de parent. Tu sais, dans mes passions, je fais aussi de la moto. Et quand on fait de la moto, en groupe, on indique les nids de poules. Pour s'entraider. Oui. Le premier qui le voit. Ben oui, fait il signe aux indique autres. tout le monde, tu sais. Ouais. C'est un petit peu c'est une des raisons pour laquelle on est en zigzag, c'est d'indiquer, tu sais, les accidents, pas les accidents de la route, mais les obstacles de la route. obstacles, voici. Oui, merci, Mylène. Donc, avec les parents, c'est la même chose. Mylène, si tu laisses ta médication, j'ai peur que tu fasses une rechute. Donc là, je suis en train de parler de moi, de mes peurs. J'ai peur que tu fasses une rechute. Et la dernière fois que tu as fait une rechute, tu es 3 mois à l'hôpital pour ajuster ton lithium, par exemple. Et tu n'as pas aimé ça. Et ça m'avait obligé à entreprendre une démarche à la cour pour te faire voir par un psychiatre. Je voudrais pas revivre ça, ça me tente pas. Puis toi, ça te tentera pas de faire 3 mois à l'hôpital. Avant de laisser ta médication, veux-tu en parler avec ton médecin? Si tu veux, je peux aller avec toi. Je vais t'accompagner. Prends ton rendez-vous et je vais te conduire. Si tu veux, je peux monter, m'asseoir dans la salle d'attente. Si tu veux, je peux aller m'asseoir avec toi dans le bureau. Je peux t'accompagner là-dedans. Mais rassure-moi, dis-moi que tu lâcheras pas ta médication toute seule parce que j'ai trop peur. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Mais tu l'apprends, là. Fais-toi-en pas, je vais apprendre la médication, fais-toi-en. Tu sais, tu vas tenter de me rassurer. Ça marche pas tout le temps, mais ça ouvre un dialogue sur quelque chose. Mais je suis pas en train d'essayer de t'imposer la médication. Ah non. Je suis en train de te parler de mes peurs et de comment tu t'es senti. Donc, je suis dans la bienveillance pour toi et je suis dans l'auto-bienveillance envers moi-même, c'est-à-dire, rassure-moi, j'ai peur. Mais ça se peut. Je viens de t'annoncer que la dernière fois, j'ai été jusqu'à la cour civile pour te faire voir par un psychiatre. Tu t'as fait amener à l'hôpital 3 mois. Je veux pas aller là. Je te l'ai dit, je veux pas aller là. Mais je te laisse soupçonner que peut-être que ça pourrait être quelque chose. Ça pourrait être une autre option. Et si je vais là, je vais tenir le vélo. Mais oui. Mais ça sera pas très long. Tu sais, ça prend en 24 heures, là, tu sais, cette démarche-là, c'est assez rapide. Donc, je vais courir à côté du vélo, maintenant le vélo pendant 24 heures. Tu vas m'en vouloir, mais ça sera ton choix. Pas le mien. On change les perspectives. Fait que tu vois que je suis parti du cut-lock, l'espoir, l'accompagnement, le cercle de la codépendance, arrêter de courir, pas s'épuiser. C'est rendu un mode de vie. Chez nous, les intervenants là, du Pont-du-Sorois, c'est un mode de vie, on a tout le temps ça en tête. Mais c'est ce qu'on tente de passer comme message. Mais c'est un beau message. Ben, je pense que oui, c'est un message d'espoir. Oui. Oui, de dire que oui, tu as le droit de choisir aussi de prendre des distances avec ton frère, ta sœur. Ce que j'ai fait personnellement. OK. Ouais. Ah oui, avec mon frère qui est décédé aujourd'hui. OK. Oui. Celui qui avait eu un diagnostic? Oui. OK. Oui. Puis il est décédé d'un anévrisme qui a lâché. OK. Mais fait que ça n'a pas rapport avec la santé mentale. OK. Ça se passe dans le cerveau, là, mais c'est pas... c'est plus physique. Là, OK. Mais j'ai pris mes distances là, avec mon frère. Puis parfois, des petits bouts de culpabilité qui sont remontés. Tu sais, puis, Mais c'est important de s'écouter aussi, par contre. Okay, si nous, en dedans, on se dit, là, j'ai besoin d'une pause, de le prendre, cette pause-là. Ah, j'ai été c'est plus qu'une pause. C'était pendant plusieurs années. Oui. Ma mère, quand elle est décédée, elle a fait le choix, elle avait des problèmes pulmonaires, puis elle était aux soins intensifs, puis elle a fait le choix de se faire débrancher de tous les appareils. On savait qu'elle était pour mourir, puis elle me fait signe, rapproche-toi de ton frère. Et j'ai dit, je peux pas me rapprocher, je peux pas te promettre ça, parce que même si j'essaye, même si je te le promets puis que j'essaye, il va bousiller la relation. Ouais. Je peux pas te promettre ça.
Oui, mais elle dit, vous êtes que 2. Oui, je le sais. Mais vous étiez 12 chez vous, puis il y en a 6 à qui tu parlais pas. Je veux Ouais. dire, c'est dans toutes les familles, ça, tu sais, Ben oui. c'est, quand t'as des relations plus ou moins proches, là, tu sais, c'est, vous étiez 12, il y en a 6 à qui tu parlais pas, c'est 50% de ta famille, c'est 6. Ouais. Elle dit, oui, mais vous êtes juste 2. Je dis, oui, mais c'est 50% de la famille que je parle pas. C'est Ouais. pas pire. Tu sais, Ouais, ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. mais, écoute, elle était sur Mais le la point mère, hein. ah ouais, Une fait maman, que, ça veut que ses enfants jusqu'à la soient. fin. Ouais. Jusqu'à la fin. Fait que oui, tu sais, des fois, il y a de la culpabilité qui s'installe, mais il faut se ramener et dire, non, non, c'est un choix, j'ai décidé de me choisir, de me protéger. Et comme proche, on a le droit de faire ça. Ouais. Mais il faut savoir pourquoi on le fait. Mhm. Sinon, on vit dans la culpabilité tout le temps. Ben oui, Mais c'est les pas petites mieux. bulles qui remontent, là, c'est comme tout le temps, là. Tu sais, c'est humain, tu sais. Ouais. Mais de se ramener à ouais, mais pourquoi? Pourquoi j'ai décidé de me choisir? Tu sais, Mhm. puis mon père, qui est décédé il y a 6 ans maintenant, a compris vers la fin, là, tu sais, euh, toute la façon de penser, puis la relation que j'avais avec mon frère qui était carrément euh, toxique, je dirais, Ouais. malsaine. Euh, ouais, fait que, ouais, il a fini par dire, ouais, t'avais raison. Ouais. Ça faisait 40 ans. Je sais que mon frère était malade, mais ça. Puis, ouais, c'est Ah ça. ouais. Ouais. Ah, c'est Mais pas tu vois, simple. ma vie a des grandes boucles, tu vois. Ouais. Comme de musicien à travail social, à infirmier au retour au travail social, à oups, la vie personnelle m'a rattrapé. Oui, Mais ça, c'est la preuve que personne n'est à l'abri, hein? Ah, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Exactement. Puis personne n'est à l'abri. C'est pas parce que justement tu travailles en santé mentale que que tu es à l'abri d'un burn-out ou ces choses-là. Ah, Fait pas qu'on tout, a la pas preuve tout, de ça, oui. pas tout. Puis, mon Dieu, Exactement. j'en connais beaucoup qui ont Ben fait des oui. burn-out. Ben oui. Ouais. Fait que oui, il faut se surveiller. Euh, les éducatrices spécialisées apprennent à l'école, au cégep, que le premier outil, c'est eux-mêmes. Mhm. Hein? Et c'est donc vrai. C'est vrai en Ben travail oui. social aussi, puis c'est vrai comme infirmier, c'est vrai. On est notre premier outil. Quand on Mais est si en on va santé, pas bien, on peut pas aider les autres. et voilà. Et voilà. Mm. Ce qui contribue à pas aller bien, c'est que souvent, on sait qu'on aurait les compétences professionnelles et que dans nos vies personnelles, on n'est pas capable de les appliquer. C'est notre vie personnelle qui nous. Ouais, oui, oui, oui. Ouais. Et là, parfois, ça nous amène à vivre une certaine détresse qui, je pense, parfois plus grande, parce qu'on est plus conscient Oh mon Dieu, du c'est problème. tellement vrai. Tu sais, j'avais une collègue qui, son fils avait un paquet de 10, là, tu sais, dyslexie, dyscalculie, dysarythmie, name it, là. Et elle disait, moi, elle dit, je suis éducatrice spécialisée, je suis capable de faire des plans d'intervention, je suis capable de mettre des... Mais je suis pas capable dans ma vie. Elle dit, j'enseigne des choses à des parents, mais je suis pas capable dans ma Mm. vie. Tu sais, oui, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Ouais, de savoir que tu aurais les compétences, mais tu es trop pris Ouais. émotivement. Souvent aussi. Ben, je pense que quand on travaille comme ça, dans des domaines comme ça, on est des gens à la base qui sont émotifs puis qui aiment l'humain aussi. Ouais. Puis, tu sais, moi, on m'a souvent dit Ah, mais Mylène, t'aurais suggéré quoi? C'est quoi, ça aurait été ton conseil à quelqu'un qui vit la chose que tu vis présentement? Puis souvent, c'est jamais la même chose que moi, je fais pour moi-même, tu sais. Ah, c'est clair. Ouais. Ouais. Et j'ai pas beaucoup de conseils. Moi, je donne pas souvent des conseils. Non! Ah non, j'aime pas ça. Mais il y en a un que je donne, c'est ne pousse pas. Quand mon père était en train de décéder, j'ai une maman qui vient me voir, qui me parle de ce qui se Mhm. passe. Puis elle me dit, tu sais, Marc-André, elle dit, pousse pas dans les portes qui sont pas ouvertes. Mets pas d'énergie à pousser dans les portes qui sont pas ouvertes. Elles vont s'ouvrir toutes seules. Tu sais, elle dit, tu vas avoir toute la notion de succession à faire, là, tu sais, puis la succession de ma mère n'était pas terminée. Donc, Mhm. puis mon frère, qui à ce moment-là était à l'hôpital, il était quand même 53 semaines en psychiatrie, OK. avec 3 évaluations à Pinel à ce moment-là. Euh, je, elle dit, pousse pas dans les portes. Elle dit, les choses vont arriver quand ça va être le temps. Tu sais, et quand je donne un conseil, si j'ai un conseil à vous donner, poussez pas dans les portes.
C'est vrai. Mettez pas d'énergie là-dessus. Là, faites ce que vous avez à faire là, maintenant, là, mais planifiez pas trop loin. Les choses vont se placer. C'est un très bon conseil. Très bon conseil. Oui. On va le prendre, nous, ici. Parfait. On a abordé beaucoup de mes questions. Ah oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'entourage, au pont, là, qu'est-ce que l'entourage devrait comprendre en premier lieu là, lorsqu'un proche vient d'être diagnostiqué? Qu'est-ce qui serait bon de... C'est pas de votre faute. Rien de plus. C'est pas de votre faute. Il y a une partie de biologique, il y a une partie de psychologique, puis il y a une partie de sociale. Il y a quelque chose dans les listes d'ADN. J'ai fait de la généalogie dans une période de ma vie. Quand tu es l'individu 1, là, mais quand tu regardes sur 10 générations, tu as 1024 ancêtres. Hein? Tu es le résultat d'échanges corporels, on pourrait dire, de ces 1024 personnes-là. Là. Alors, les listes d'ADN, elles portent des choses. On n'est pas toujours capable de l'identifier. On ne sait pas toujours ce qu'il y avait dans les générations avant. Donc, il y a une partie de cette liste d'ADN-là qui peut être endommagée. On va le dire comme ça. Ça se peut que dans l'éducation, comme parents, on éduque nos enfants, on inculque des valeurs. On va les envoyer à l'école, ils vont acquérir de l'éducation. On va leur transmettre des croyances. Et on va leur faire vivre plein de choses, plein d'expériences. Des voyages, si on a les moyens, des sports. Donc, on expérimente plein de choses. Ça fait partie de tout le processus de développer une personnalité, de développer un individu. Il y a seulement une chose qui ne changera pas, c'est l'éducation. L'éducation, ça se perd pas. L'éducation, ça se parfait. Les expériences vont venir te forger. Les croyances vont changer. Hein, les croyances que j'avais à 20 ans ne sont pas celles que j'ai à 64 ans. Les valeurs, mon système de valeurs va changer aussi. Mais l'éducation ne fait que se parfaire. Ma mère m'a appris à faire un lit de telle façon. Je le fais encore comme ça. Si j'ai fait l'armée, j'ai peut-être appris à le faire autrement, mais je me souviens comment j'ai appris à le faire avant. Comprends-tu? Donc, ça se perd pas. On rembarque sur le vélo, puis ça revient vite. Mais les listes d'ADN, j'ai pas de contrôle dessus. Et les expériences que mon proche, que mon enfant va faire, expérience de drogue, expérience de travail, expérience de sport, les échecs au sport, puis ça fait partie de son apprentissage. Donc, bio, psycho, social. Dans quel milieu, quels amis je vais vivre? On est un être bio-psychosocial. Donc, si mon analyse d'ADN est fragilisée, par exemple, j'ai un neveu qui me dit, dont le frère de son père, donc son oncle, est atteint de schizophrénie, puis il a toujours été en institution. Et là, il me dit, peux-tu me parler de schizophrénie? Je dis, bien sûr, je peux faire, bien sûr. Alors, je me mets à parler de schizophrénie. Puis là, ma belle-sœur me regarde avec des yeux grands de main, parce que là, je lui dis, schizophrénie, c'est 1% de la population. Quand tu as un père ou une mère atteint de schizophrénie, c'est 25% de malchance ou de prédisposition. Quand tu as les deux parents, c'est 50%. Une chance sur deux. Si c'est un oncle ou une tante, autour de 15%. Si toi, Joël, t'es chanceux. Parce que tu sais que dans ton hélice d'ADN, il y a une fragilité et c'est 15%. Alors, si tu fais des expériences de drogue dure, ça va venir jouer dans ton cerveau et tu peux déclencher quelque chose. Tu sais que tu as 15 fois plus de chance, de malchance, à déclencher quelque chose. Ma belle-sœur me regarde avec des yeux grands comme ça. J'ai dit là, tu me poses des questions sur la schizophrénie. En fait, on travaille sur la psychologie. Là, hein? Dans le fond, j'en ai fait de la psychoéducation sur une maladie mentale. Là, tu es conscient que, la schizophrénie, ça se peut que tu emportes des traces. Tu sais que si tu consommes
Donc, là, tu sais ça. Tu as eu de la psychoéducation, tu es conscient de ça. Et ton entourage en est conscient aussi. Ouais. Mon Dieu, que tu es chanceux, mon Joël, d'avoir 15% de chance. Parce que tu le sais. Tu vas pouvoir, ouais. Oui. Quand tu vas commencer à avoir un discours bizarre, à t'isoler, puis à avoir des symptômes l'entourage va réagir beaucoup plus vite. On ne commencera pas à penser que peut-être que t'as perdu ta blonde, ta petite blonde, ou quoi. Ouais. On va réagir plus vite puis on va te prendre plus vite sur la maladie mentale que sur celui qui a juste, n'a pas, lui, dans son ADN de connu, il sait pas, puis demander, pow, ça arrive. 1% de la population. L'entourage ne sait pas comment réagir. Mais non. Fait que, mais tu as plus de gens qui ont de 1% dans leurs proches que de 15%. Donc, mais quand tu le regardes comme ça, mon Dieu, fait que là, tu le sais. Fait que consomme pas le grand. Ben Fais oui. attention à ta santé mentale, protège-toi. Tu peux prévenir un peu. Ben oui, mais finalement, Ouais. il n'a pas, en tout cas, il est rendu après, ben, il va avoir 40, il a eu 40 ans. OK. Et en mai, il y a 5 jours avec ma fille. Donc, il a eu 40 ans et ben, il est rendu papa, puis il enseigne, puis mais fais attention. Ouais. Fait que, ouais. Fait que c'est ça que je dis aux parents. C'est pas de votre faute. S'il y a de la maladie mentale dans la famille, il faut être vigilant. Il faut aller chercher des outils. Venez aller chercher des outils avant. Ouais. Hein? Venez chercher des outils, venez faire de la prévention. Est-ce que ça vous arrive de faire de la prévention aussi pour, mettons, des parents que leurs enfants sont encore très jeunes, là, qui ont... C'est comme, mettons moi, là. Ouais, mon toi, fils a 9 ans, ouais, trouble anxieux, ouais. énorme, là. Fait que, est-ce que des fois, ça vous arrive de On travaille outiller plus en ces parents-là? on travaille plus en santé mentale adulte. Puis tu vois, je dis je travaille en santé mentale, mais en fait, je travaille en maladie mentale, moi, là. Oui. Plus, mais oui, on a tendance à, de plus en plus jeunes, des parents qui vont nous appeler, Oui. on va les orienter à la bonne place. OK. Tu sais, là, tu me parles de troubles anxieux, mais je dirais, on va voir le versant. Oui. Tu sais, ils ont des groupes pour les 14-17. 9 ans, ouais. 9 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais ils ont peut-être des outils pour toi Peut-être. comme parent, tu vois. Fait qu'on va orienter aux bonnes places. Mais oui, on travaille beaucoup comme ça, oui. OK. Ouais, on fait ça. Parfait. On fait ça, nous autres. Parce que vous faites aussi des groupes, hein, je pense. On fait du groupe, oui. Donc, on a beaucoup d'interventions individuelles. Oui. Habituellement, c'est le portrait. Là, si tu prenais notre rapport d'activité sur notre site web, je viens de faire un beau lien. Hein? Oui. Je viens de faire un hyperlien. Lepont.com. Si vous prenez le rapport d'activité, vous allez voir que les personnes qui viennent consulter en premier, c'est les mères, des femmes qui sont des mamans. Majoritairement. Après ça, c'est des couples. Donc, maman est venue une première fois, ils vont venir à 2. Parfois, c'est des couples qui sont plus ensemble, mais ils veulent se mettre sur la même page. Puis moi, je leur dis, parfois, il faut être sur la même page. Parfois, ils sont même pas dans le même chapitre. Des fois, ils sont même pas dans le même livre. Ils les ramener sur la même page, dans le même paragraphe, et parfois avec la même phrase. Il faut dire les mêmes choses, être cohérent, être constant. Tu sais, pas laisser de place à l'interprétation, particulièrement quand on parle de troubles de personnalité. Oui, se ramener avec la même façon de dire les choses pour pas qu'il y ait de ce qu'on appelle du clivage. Là. C'est-à-dire que maman n'a pas dit ça de même, puis papa non, il faut dire la même chose. Il faut avoir la même ligne. Le même discours. Oui, la même constance, la même interprétation. Tu sais. Fait que, oui, il faut les ramener là. Avec les couples. J'ai plus de conjoints, depuis 2-3 ans, j'ai plus de conjoints que de conjointes qui viennent consulter. Curieux. Particulièrement pour le trouble bipolaire. Ouais. C'est curieux, mais c'est comme ça. Les conjointes vont venir consulter moins longtemps que les parents. OK. Ah, regardons ça, toi. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que les parents restent parents. Ah ouais, les conjoints, parfois, ou bien les choses se placent, ou bien donc le couple éclate. Oui, souvent. Souvent. 50% des couples éclatent. Là, fait que c'est pas toujours à cause des problèmes de santé mentale que ça éclate, on s'entend. Oui, mais je te dirais, mettons, si nous, on regarde nos membres, là, la plupart sont tous pas en couple. Parce que c'est trop difficile. Pas avec le même couple. Ouais. Ouais. Donc, mais les parents restent des parents. Oui. Tu vois? On n'a pas le choix. Ah, on n'a pas le choix. Oui. Ben, on a le choix.
Tu as le choix. Soit que tu cherches à aider, ou soit tu cherches à accompagner. On veut accompagner. Tu vas t'user pas mal moins longtemps si tu roules sur ton propre vélo. Tu vois? Oui. Oui. C'est vrai. Tu sais, si on fait de la bicyclette sur une piste cyclable, toi et moi. Ouais. Mettons qu'on fait l'éco-auto, Pointe-Cascade. OK. Parce que c'est facile dans ma tête. Ouais. Et alors, on fait cette piste-là. Puis c'est toi qui as un problème de santé mentale, c'est pas moi. Puis OK. moi, je t'accompagne. Oh, Mylène, attention, une nid de poule. Tu veux lâcher ta médication? Oups, une nid de poule. Oups, Mylène, t'as pas été à ton rendez-vous, là. Une nid de poule. Attention, c'est dangereux, risque de rechute. Moi, je t'impose rien, là. Tu sais, je fais Non. juste constater qu'il y a des nids de poules, là. Et que tu décides de prendre le rang Saint-Emmanuel. Tu prends un chemin de traverse. Ouais. Puis moi, je te dis, je m'en vais à Pointe-Cascade. Ben, faut pas que je parte après toi, là. Non. Non. Je te laisse prendre ton chemin. Si tu veux me rejoindre, tu vas aller prendre après ça Saint-Féréol ou Saint-Dominique, puis tu vas revenir prendre la piste, puis tu vas venir me rejoindre à Pointe-Cascade. Mm-hmm. Je serai toujours là comme parent, Mylène, je vais toujours être là pour t'accompagner. Alors, je t'indique où je m'en vais, puis ça, c'est ma constance. Si tu prends un chemin de traverse, c'est correct, va faire tes expériences, puis je serai toujours là. Tu le feras pas à ma place. Voilà. Mais il faut pas que je m'essouffle à essayer de te rattraper. Non plus. Non plus. Tu vas revenir. C'est dur de pas essayer de rattraper, par exemple. Mais c'est un C'est réflexe. C'est le réflexe. C'est un lâcher-prise. Le lâcher-prise, il faut pas que ça soit vu comme de l'abandon, Non. mais comme un choix libre et éclairé. Il faut que ce soit quelque chose de rationnel. Pourquoi est-ce que je lâche prise? C'est pour ma propre santé. Donc, c'est un système de protection que je fais pour me protéger. C'est pas de l'abandon. Mais c'est difficile. C'est difficile, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut que ça soit conscient. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que je lâche prise? Pourquoi je me mets dans un processus de lâcher prise? C'est pour garder ma propre santé physique ou mentale, parfois les deux, et de comprendre que de toute façon, Mylène, là, en chemin, là, elle va rencontrer du monde. Puis, si elle se plante à vélo, il y aura tout le temps quelqu'un pour la ramasser, comprends-tu? Si elle tombe, il y a quelqu'un qui va être là, tu sais, c'est humain, on est là. Tout le monde cherche à aider tout le monde, là, tu sais. Ouais. Mais de le comprendre, ça. Parfois, je vais dire, j'ai des parents, là, mais des membres de l'entourage qui viennent consulter et qui disent il n'y a pas d'amis, il n'y a personne, tout le monde l'a lâché. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il sort plus de la maison, ça fait des semaines qu'il n'est pas sorti de la maison. OK. Mais vous me dites qu'il consomme. Ouais, mais il a son pusher. Ouais. Il voit quelqu'un. Il voit quelqu'un, il est sorti. Ouais, mais c'est pas les bonnes fréquentations. C'est pas grave. Il voit quelqu'un Il voit pareil. quelqu'un. Son pusher fait partie de son filet de sécurité. Il fait partie de sa vie. Fait partie du problème aussi, on s'entend. Mais il fait partie de sa vie, fait partie de son filet de sécurité. Puis, ouais, il consomme avec d'autres. Ah, mais regardons ça, toi. Il y a un réseau social qui est là. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur, mais il y en a un réseau social. Il sort, il va dans tel parc, il voit du monde. Là, il n'est pas seul. Il est pas seul. Selon ce qu'on pense souvent. Oui. 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 J'ai un papa qui est allé chercher sa fille dans une piquerie. Elle était là, inconsciente, et il y a du monde qui passait par-dessus, là, qui l'enjambait là, dans la cuisine. Là. Mais c'est quelqu'un de la piquerie qui a appelé papa et qui dit viens la chercher parce qu'elle va mourir. Mais il y avait du monde, là. Et c'est quelqu'un de là qui a appelé. Il y a toujours quelqu'un. Il y a tout le temps quelqu'un quelque part. Est-ce que c'est les bonnes fréquentations? Peut-être non. pas. C'est pas le monde idéal. Tu sais, notre idéal de tantôt, là, tu sais, la maison, le travail, c'est peut-être pas atteint, ça. Mais il y a du monde autour qui peuvent travailler sur le malaise, mais c'est à nous, après ça, d'aller semer de l'espoir. C'est aussi, je pense, d'apprendre à vivre avec les petits exploits, là, les petites choses qui s'améliorent, les petites réussites. Oui. C'est comme quand on a un enfant, qu'on a un diagnostic d'autisme. Chaque petite réussite est une chose qu'on peut s'accrocher au lieu de juste penser à toutes les tu sais, quand on parle de maladies, quand on parle de maladies graves comme par exemple la schizophrénie, on sait que à chaque fois que la personne va faire une rechute, elle va perdre des acquis.
Ouais. OK? Donc, l'idée, c'est de prendre ça très tôt. C'est pour ça qu'ils ont mis les programmes de premier épisode psychotique pour Ouais. éviter de glisser vers une schizophrénie, mais de garder ça comme étant 1 ou 2 épisodes de psychose. Donc, c'est d'essayer de tenir ça là et de maintenir la personne pour pas qu'il y ait de rechute pendant un sacré bon temps. Pour qu'elle puisse développer des compétences, apprendre à se faire cuire un œuf, à faire l'épicerie, de maintenir ça. Parfois, on a des gens qui réussissent à retourner aux études, de développer, puis d'étudier, puis de reprendre pied, malgré la maladie mentale grave qui pourrait s'installer. Ouais. Mais c'est d'éviter de glisser, vers une vie bien plate. Ouais. C'est pour ça qu'on cherche à prendre ça très tôt, de faire beaucoup d'éducation, puis beaucoup de prévention, mais il arrivera toujours des problèmes dans notre hélice d'ADN, quelque part, qui vont faire en sorte que quelqu'un dérape. Ouais. Fait qu'on on prend notre vélo, on l'accompagne. J'aime ça. C'est la première fois que, tu sais, comme on compare vraiment, tu sais, au lieu d'aider, on va accompagner. Puis c'est tellement... Il y a une grosse différence entre les deux. Tellement souvent, Mylène, qu'il y a des gens, des mamans qui appellent, je sais plus comment aider ma fille. On m'a dit de vous appeler. Ah, OK. La première chose, je vous invite à arrêter d'aider. Arrêtez de vouloir aider. Et là, il y a un silence au téléphone. Oui. Puis là, moi, j'attends. Tu sais, le silence, des fois, en relation d'aide, c'est j'attends. Qu'est-ce que vous voulez dire? Changez le mot aider pour accompagner. Et des fois, là, quand je dis ça, là, oh mon Dieu, c'est tellement moins lourd. Oui. Tout de suite, en changeant le mot aider pour accompagner, tu te rends compte que, oups, c'est moins lourd. Ça redonne du pouvoir. Tu sais, on parle d'empowerment. Ça redonne du pouvoir à la personne. Je te laisse le choix de prendre ta médication ou pas la prendre. De faire ta rechute ou pas. C'est ton choix, pas le mien. Moi, je vais vous voir pédaler en joie le vert, puis tenir le siège, mais c'est ta vie. Avec tes enjeux à toi. Ma job, c'est de t'accompagner là-dedans. Utilise-moi, par exemple. Oui. Utilise-moi, mais ça devient ton choix. Fait que, redonner du pouvoir à la personne. Et encore une fois, semer de l'espoir. Tu es capable de prendre ton rendez-vous. Tu n'es pas capable de te rendre, c'est pas grave, je vais t'accompagner. Je vais te conduire. Ça fait partie de ma job comme parent. Je peux pas aller chez le psychiatre à ta place, puis je peux pas prendre les médicaments à ta place. Non. Fait que tu vas-tu les prendre, tes médicaments, Mylène? Ben oui. Ben oui. Est-ce que vous faites aussi de l'information sur les troubles de santé mentale? Oui. Oui. Oui, OK, c'est ça. Oui. Régulièrement sur les réseaux sociaux, on passe des choses. On a travaillé sur une capsule dernièrement sur le triangle de Karpman. Là, on explique le triangle, mais on va revenir sur toute la notion là, maintenant d'accompagnement. Tu vas voir, ça va être super génial. On fait aussi, dans les grandes semaines, là, semaine de santé mentale, semaine de maladies mentales, prévention suicide, on participe à des kiosques. On travaille beaucoup aussi en entreprise. Donc, on va aller en entreprise. Dernièrement, j'étais Caisse des Jardins à Valleyfield. Là, il était, je sais pas, une quarantaine. Donc, parler santé mentale au travail, l'importance de ça. J'ai été chez Diageo, j'ai été chez les patates Russet à Huntingdon. Oui. J'ai rencontré 150 employés, là. Beaucoup de migrants aussi qui savent pas qu'il y a des groupes communautaires qui travaillent en santé mentale. Fait que je parle dans le Haut-Saint-Laurent de Ancre réelle, mais je viendrai en entreprise dans le coin de Bois-Noir, je parlerai là, évidemment du Dahlia. Fait que on fait beaucoup ça. Et là, c'est beaucoup plus santé mentale, maintenir la santé mentale qui peut être fragilisée, particulièrement en temps de COVID. Hein. On en vit encore les répercussions. Eh mon Dieu, oui. Et que oui. Oh que oui. Oui, là, on a comme la vague qui embarque dans le bateau. Là. Donc, oui. Fait que oui, on fait beaucoup ça. OK. Cool. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que les plus grands tabous ou idées comme reçues autour de la santé mentale? Ou les préjugés? C'est quoi les gens, Tu sais, le mot folie,
on l'utilise plus beaucoup, mais le mot folie vient du latin vulgaire, donc populaire, là, de la population des années 1000-1200, venait de folis. Folis, avec 2 L, euh, c'est un petit ballon fait à partir de boyaux, d'intestins, finalement, d'agneaux. OK? OK. Et dans les fêtes de village, quand ils dansaient, ils donnaient des coups de pied là-dessus, puis c'était cute. Quand le party était fini, quand la fête était terminée, les gens rentrent chez eux et les folis se promenaient au gré du vent dans les rues du village. Comme le fou du village, Mais qui oui. est très souvent confondu maladie mentale et déficience intellectuelle. OK? Ça, c'est un enjeu, nous, ici. Donc, on vient de travailler déjà, on vient de passer un message, là. La déficience intellectuelle, N'est pas c'est ça. pas un problème de santé mentale, c'est un défaut de manufacture qui est là à la naissance. Trouble de santé mentale, ça apparaît quelque part. Ouais. Donc, le folis, aujourd'hui, le fou n'existe plus. Le problème de santé mentale, les gens savent où aller chercher des services. Donc, la folie, c'est plus ça. La déficience, de moins en moins. Je veux dire, il y a une prise en charge qui se fait. Puis... Donc, déjà là, de départager troubles de santé mentale et déficience intellectuelle. Quelqu'un qui a une maladie mentale, il travaille peut-être pas, il peut-être sur l'aide sociale, il végète, oui, d'accord. Il va plus à l'école, oui, d'accord. Mais il est pas handicapé. Non. Donc, il y a encore des compétences. Mm-hmm. Ces compétences sont toujours là. On ne peut pas les exploiter de la même façon. Son intelligence est toujours là. Ouais. Mais on ne peut pas l'exploiter de la même façon. Parfois, la maladie va amener, par exemple, des états psychotiques, va faire en sorte que la personne va agir de façon très bizarre, très erratique, mais il est encore intelligent. Mais il n'est pas capable d'utiliser l'intelligence parce qu'il est dans un état de psychose, il n'est pas capable de réfléchir adéquatement durant une certaine période. La déficience intellectuelle est toujours là chez l'autre. Donc, ça peut avoir des moments parfois qui vont moins bien, mais ils vont toujours rester déficients. Mm-hmm. Pas chez ma personne qui a une maladie mentale. Non. Donc, déjà là, ça, c'est encore un grand tabou de départager ça. Ah oui. Après ça, toute la honte qu'il y a par rapport à ça. Hey, écoute, je te dirais, c'est pas pour rien que dans chacune des séries, on a notre personne qui a un problème de santé mentale. C'est parce que on en parle de plus en plus. Mais dis-toi bien que dans chacune des séries que tu écoutes, que ce soit une série québécoise, américaine, française, hollandaise, islandaise, il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui dit « ça va bien aller ». Ouais. Ça va bien aller. T'as pas le choix. Ça va bien aller. Donc, un coup que tu as compris ça, là, santé mentale, maladie mentale, déficience intellectuelle, puis ça va bien aller. Ça va bien aller. Je suis en train de te semer de l'espoir. Ouais. Si je te dis qu'il n'y a pas d'issue, ben, je veux c'est tout de suite parce que. Mais ça va bien aller. Ça va aller. Écoute, on n'a pas le choix. C'est ça qui nous drive. C'est ça qui nous amène à nous dépasser. C'est ça qui nous amène à se lever le matin, puis ouvrir le frigidaire, puis manger, tu sais, sortir mon pain, puis mon beurre de pinot, puis c'est ça qui nous drive. Ça va aller, tu sais. Ouais. Il faut travailler là-dessus. L'espoir. Il faut. Oui. L'espoir. L'espoir. Il faut être des sommeurs d'espoir. Mylène, on est des sommeurs d'espoir. Beaucoup. Beaucoup. C'est dur, des fois, d'être un sommeur d'espoir. Oui. Si tu n'as pas espoir toi-même, ben là... Mais tu peux avoir espoir, mais tu sais, des fois, de donner espoir à quelqu'un qui a tout perdu cet espoir-là depuis des années, c'est plus difficile. Il y a un film qui date, oh my God, What About Bob? Ah, j'ai vu ça! Hein? Ah oui! Oui, avec Richard Dreyfuss. Comment ça va, Bob? Hein? Ouais, moi je l'ai vu en anglais, là, mais oui. What About Bob? Tu sais, a pas de bébé. A pas de bébé, puis tu sais, finalement, il se marie avec la sœur du psychiatre qui est complètement... Oui. Mais, oui, a pas de bébé.
Ah, à pas de bébé. Oui, il faut faire ça. c'est vrai. Mais c'est tellement ça. Ouais. C'est tellement ça. C'est tellement simple, à pas de bébé. Tu apprends à faire du vélo à pas de bébé. Tu apprends à accompagner à pas de bébé. Tu fais une rechute, c'est pas grave, on se relève, on remonte sur le vélo, puis À à pas pas de de bébé. bébé. Une étape à la fois, une Hmm. chose à la fois, oui. Mais on revient encore à semer de l'espoir. Ouais. À pas de bébé parfois. Parfois, on fait 2 pas de reculons. Ah, c'est correct. On avance. T'sais. Des fois, on fait des pas de reculons pour mieux s'ajuster puis mieux sauter. Mhm. C'est ça. C'est le même. Mm. Ouais. Pas de bébé. What about Bob? Ouais, c'est tellement Trouvez bon. ça sur les internets. Ah oui, c'est quand même daté, là. Ah, ça doit faire plus de 25 ans. Ah oui, oui. Ouais, mais c'était délicieux comme film. OK, si on retourne un peu avec le Pont du Suroît, quelles seraient les aspirations dans les années à venir? Oh oh! Vous trouvez un successeur. Ouais. Je ne sais pas. Mis à part nous faire connaître plus, puis qui dit nous faire connaître plus voudrait dire avoir plus d'achalandage, donc grossir. Grossir voudrait dire Plus de avoir financement? plus de financement, bien sûr, plus de financement, grossir, plus connu, donc avoir des points de service. Ça pourrait être une Ah ouais. aspiration. Parce que là, on est à Valleyfield, on est basé à Valleyfield. Quoique, avec la 30 maintenant, tu sais, puis vive la COVID, ça nous a fait franchir ce pas-là vers la visio, vers se voir la face dans un écran. Oui, tout Ce le temps, qu'on oui. n'était pas habitué. En tout cas, les vieux comme moi, là, fait qu'il y avait de la réticence à ça, à Ouais. ce changement-là. Ça nous a ouvert des portes, ça. Mhm. On a des gens qui vivent à Vaudreuil, ben, moi aussi, là, mais qui travaillent plus vers Montréal et qui c'était difficile de se libérer. Là, parfois, ça va être sur l'heure du dîner, on va se voir 15-20 minutes, une demi-heure, une heure parfois. On va réussir à s'ajuster puis se voir en visio. Ouais. Ça a facilité les choses. Ben oui. Des rencontres familiales, parce on en fait aussi. On fait de l'individuel couple, mais familial aussi, où on va faire des séances avec 3-4 personnes, 5 personnes en visio. La famille était localisée à différents endroits. Ça nous facilite la chose. Fait que merci COVID pour ça. Ouais, moi aussi, je dis ça. Ouais, ça serait ça l'aspiration parce que je crois que les services pour les familles au Québec, il y aura probablement encore des choses à développer, là, mais je pense qu'on a atteint je vais dire, une maturité. Ouais. Tu sais, il y a une cinquantaine de groupes comme le nôtre au Québec. On est chanceux d'avoir la même équipe chez nous. Fait qu'on fait partie des vétérans. Là. Moi, je suis le plus vieux. Au niveau de notre confédération provinciale, je suis le plus vieux, non pas en âge, mais en ancienneté. Ouais. Puis Chantal, tu sais, il y a à Saint-Jean-sur-Richelieu où il y a Oui. Suzanne Laporte Mhm. qui a autant d'ancienneté et Nathalie Croteau à Saint-Jean aussi. Après ça, C'est tous des nouveaux. Ouais. oui, tu sais, comme à Châteauguay, là, à la Collade, Mhm. c'est une nouvelle équipe. Tu sais, on a notre Valérie Oui. qui était ici, qui est rendue ma collègue à la Collade à Ouais. Châteauguay. Mais c'est une nouvelle équipe, Oui. des nouveaux locaux. Tu sais, là, Oui, écoute, oui. c'est génial, mais c'est quand même une équipe jeune. Ouais. Tu sais, qui ont besoin de connecter sur les plus vieux. Ben oui, c'est sûr. Et qui profitent de l'expérience des plus vieux. Tu sais, on a défriché, on était des défricheurs. Moi, quand je suis arrivé, il y avait 17 groupes. Fait qu'on a défriché beaucoup dans les 30 dernières années. Vraiment. Mais je pense qu'on a atteint une certaine maturité au niveau du développement des services. Tu sais, il y a comme 6 axes. Là. Tu sais, c'est l'intervention psychosociale, là, ce qu'on retrouve en CLSC, des choses comme ça. Puis là, c'est reconnu. Fait qu'il refait, les CLSC réfèrent chez nous. Là, ça fait partie de la façon de faire. Donc, information. Tu sais, tantôt, tu disais, faites-vous de l'information. Oui, on tient des kiosques, on tient Internet, les réseaux sociaux, donc l'information.
en, je remonte loin derrière, mais en 94, quand Internet est arrivé, on était dans les premiers sur la planète à avoir un site web en français pour les familles. Puis à un moment donné, en 96-97, il y a un monsieur qui est arrivé dans mon bureau, puis il me dit, Monsieur Bédard, je pense que mon fils atteint de schizophrénie. J'ai dit, ah oui. Et là, il commence à me détailler tel symptôme négatif, tel symptôme positif. Vous faites quoi dans la vie, vous? Il dit, moi, je travaille pour la ville de Montréal, je répare des autobus. Mais vous avez pris ça où? Ben, il dit, sur votre site Internet. Ah, Ah! Je dis à Chantal, Houston, on a un problème. Les gens ont accès à de l'information, mhm. mais ils savent pas quoi faire avec. Ben non. Psychoéducation. Bon, moi, j'ai une formation de travail social, Chantal, puis comme infirmier. Chantal avait éducation spécialisée, qui est comme la base de la psychoéducation. Hein? Donc, on a développé toute l'approche psychoéducative avec des collègues d'ailleurs qui, tu sais, il y avait un psychoéducateur qui travaillait en Estrie, il y en avait un autre à Granby. On a arrimé ça, on a développé des choses, on a fait beaucoup avec l'approche psychoéducative. Ouais. Donc, psychoéducation. Les groupes d'entraide, c'était la base. Ben oui. C'était notre base. Dire, moi, quand je suis arrivé en 92, ça n'était qu'un groupe d'entraide qui se voyait une fois par mois. Des fois au CLSC, des fois à la clinique externe de psychiatrie, puis parfois chez un, puis parfois chez l'autre. C'était que ça, là. Tu sais, moi, quand je suis arrivé le 21 septembre 92, j'avais un petit bureau au tournant, à peu près grand comme ici, 10 par 10, un tapis gris, un téléphone noir, puis un sac vert avec des documents. Pas de chaise, pas de bureau, pas de crayon, pas de... Fait qu'on on a défriché. Ben oui. Fait que la maturité, ouais, c'est ça. Donc, intervention psychosociale, information, psychoéducation, groupe d'entraide, ça a toujours été là. Et les programmes de répit qui, Ouais. ben, ça n'a pas vraiment, ici, dans la région, ça n'a pas vraiment décollé. Non. Non, parce qu'on a développé une approche différente. Tu vois, plutôt que de dire à des parents, on va aller chercher votre jeune chez vous, moi je dis, c'est pas ma job Mhm. de faire ça. C'est pas notre job de faire de l'accompagnement de personnes qui ont des problèmes de santé Mais non. mentale. C'est la job de quelqu'un d'autre. Hein? C'est soit les groupes d'entraide, comme par exemple Dalia, Ouais. ou d'aller chercher la personne ou de l'amener dans ses locaux, Oui. ou des équipes de suivi Ben oui. Les qui travailleurs n'existaient sociaux. pas. Ouais. Qui Ok, ouais, n'existaient c'est ça. pas. Ça n'existait pas. Donc, ils ont mis en place, moi j'étais sur un groupe un groupe d'experts au ministère qui a amené le premier plan d'action santé mentale 2005-2010. Donc, on remonte derrière. Mais j'étais là et toute la notion de suivi intensif, suivi d'intensité variable, suivi communautaire, ça s'est développé là, tu sais, dans les fin 90, mi-2000, là. Fait que j'étais là. Fait que mais s'il y a du suivi, c'est plus la famille qui fait ça. Donc la famille s'épuise moins. C'est pas ma job de le faire non plus, tu vois. Fait que le programme de répit, si on travaille avec une approche transversale avec les familles, qui dit, oh madame, cherchez pas à aider, vous allez vous épuiser. Répit. Ouais. Votre fils a fait plusieurs tentatives de suicide. D'accord. Maintenant, c'est quoi le filet de sécurité qu'on peut mettre en place autour de lui? Tu vois? C'est pas votre job de le superviser 24 heures sur Mais 24. non. T'sais. Là, il y a de l'éducation à faire sur son problème de santé mentale. Ouais. Il y a de l'éducation à faire sur qui peut assurer un filet autour pour apaiser maman qui a peur. Là, il faut gérer ses peurs. Je reviens à mon vélo de tantôt. Je suis en train de gérer mes peurs quand je tiens le siège. Ouais. Je suis en train de gérer l'autre, mais je suis en train de gérer mes peurs. Je suis en train de m'épuiser. Donc, il faut travailler. Donc, avoir une approche transversale dans chacun de nos services pour que les familles soient capables de Ben oui. s'auto-répiser. Ça se dit-tu, ça Ouais, se dit pas. ben, Tu comprends ce que je veux dire? je comprends. Hein, se donner du répit Ouais. eux-mêmes. Peut-être un peu plus long comme processus, mais beaucoup plus ancré dans leur quotidien. Ben oui. Et on était des hérétiques. Moi, je me souviens d'avoir donné une conférence là, où il y avait des Français qui étaient là, puis notre confédération qui était là, puis
Puis je passais pour une hérétique en disant que dans chacun de nos services, on travaillait à ce que les familles puissent se prendre en charge elles-mêmes par rapport au répit, s'autoriser d'avoir du plaisir, s'autoriser d'aller, malgré la maladie mentale de l'autre. Mon fils vit dans un sous-sol obscur, humide. Je peux pas aller manger au restaurant pour avoir du plaisir. Mais oui, non. oui, vous avez le droit d'avoir ce plaisir-là. Oui, mais je me sens coupable. Oui, il faut travailler là-dessus. Ben oui. Hein? Mais vous avez le droit d'aller avec des amis souper au restaurant. Vous avez le droit d'aller voir un film puis de rire. Vous avez le droit d'avoir une vie. Vous avez le droit d'avoir une vie tout court. Tu sais. Ouais. C'est pas parce qu'il est malade que vous devez avoir une vie de misérable. Non. Donc, de travailler là-dessus, sur ces pensées-là, ces distorsions cognitives-là, tu sais, si je prends du cours d'intervenant, là, c'est des distorsions cognitives qui sont là. Il faut travailler là-dessus. Alors, il faut faire de la psychoéducation. Ouais. Ça nous ramène à... Fait que tout le temps avoir cette approche-là, tu sais, dire, c'est pas votre maladie, c'est la sienne. C'est pas vos choix, c'est les siens. Puis comme tu disais tantôt, c'est pas de ta faute. Attention, c'est pas votre nid de poule, c'est le sien. Ouais. Fait que oui, de travailler là-dessus, ce sentiment de culpabilité-là. Hey, je pourrais en parler pendant des heures. Ben, c'est tout le temps intéressant. C'est toujours facile d'interviewer, mais je donne beaucoup, je suis généreux. On aime ça quand les gens sont généreux. Ben, si on finirait en... Si on finissait. Oui, excuse-moi, si on finissait... Moi, je suis anglaise, hein, donc oui. T'es anglaise, Eh toi. oui. Bon, ben, reprends ta phrase. Si Ils vont faire une coupure. Si on finissait avec un mot de la fin, sur quelque chose à transmettre aux gens qui vivent ça ou qui sont un peu, justement, qui se renferment, qui n'osent pas venir chercher l'aide, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oser aller chercher de l'aide. Oser aller chercher de l'aide. Travailler sur mieux comprendre le problème de vos proches. Utiliser le Dahlia, utiliser les groupes d'entraide, utiliser les services. Pensez pas que vous pouvez répondre à tout. Hein? C'est utiliser les services. Plus on sera de fous autour de nos personnes, mieux ça va aller. Hein? Plus on aura ce filet, l'utilisation de toutes ces ressources-là. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se tisse, là, puis ça devient plus sécuritaire. Mais si on est tout seul à tenir le filet, ça ne marche pas. Non. Soyons des sommeurs d'espoir. Ça, j'aime ça. Ouais. Une belle conclusion. Vraiment. Pas pire, sommeur d'espoir, j'adore ça. Ben, merci beaucoup, Marc-André. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment intéressant. Ça m'a fait réfléchir même de mon côté à moi aussi. Donc, je suis certaine que les gens ils vont énormément apprécier cette entrevue. Ben, on va diffuser ça avec plaisir.